Bébé, il est mort, il a le Il y a quelle grand-mère, Lydia? Oui. Et là, il y a beaucoup de poèmes qui viennent. Et nous sommes espérés. Nous signons Séguénémor. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs. Cette terre de Saint-Marc Jaumegarde et le pays de Bruno Durand, nous voulons avec vous, famille, amis, faire mémoire de lui et célébrer la Sainte Messe en son honneur. Que Dieu nous fasse miséricorde et nous perdonne les péchés et nous mène à la vie éternelle. Rien ne saurait
la culture provençale et de la défense de nos traditions sur cette terre de Provence et ailleurs. Il l'a fait aussi dans son amour de la culture au sens large, de cette ouverture dans l'intelligence de l'esprit, dans la recherche aussi, à travers son amour des livres, eh bien, ce qui rend compte d'une des valeurs essentielles, celle de la raison de l'esprit. Et comme directeur de la bibliothèque Méjeanne de Saint-Provence, il a su d'une manière formidable développer cette ressource. Aujourd'hui, nous sommes invités dans son sillage à rester nous aussi en tenue de service. Et chacun, quel que soit son âge, sa condition, sa situation ou sa vocation, doit se dire comment puis-je être serviteur de Dieu, serviteur des autres, et faire grandir notre humanité grâce à la culture, à la foi, et aussi aux valeurs de vie qui ont éclairé Bruno Durand. Il savait rester dans une certaine simplicité et humilité, et c'est là la caractéristique des grands qui déploient leur talent, mais sans arrogance, et qui permettent aux autres de grandir et de s'épanouir dans ce qu'ils portent, dans ce qu'ils sont. Ce passionné des livres aurait fort à faire aujourd'hui pour ouvrir à cette passion de la lecture les enfants et les jeunes de nos pays, de nos familles et de notre pays. Parce que la surabondance des médias les disperse et quelquefois les font surfer sur des cultures superficielles sans aller au fond de ce qui fait l'âme d'une culture, l'âme d'un pays, l'âme d'une région. Les coups durs de la vie et les épreuves, dans la perte de deux de ses épouses, dans la perte d'un fils et dans d'autres épreuves qu'il a dû affronter. Il l'a fait avec dignité et courage, et c'est pour nous source d'une inspiration pour faire face nous aussi aux tribulations de la vie et à ce qui peut marquer les uns et les autres. C'est là où nous sommes invités à prendre soin dans nos familles et dans la société des plus fragiles et des plus précaires, pour que la solidarité ne soit pas en vain et que la tradition d'hospitalité chère à notre Provence soit toujours dans le respect de la dignité des hommes et des femmes de notre temps. Confiance et que le Seigneur nous garde dans la paix et dans l'espérance. Amen. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui œuvrent avec le Félibrige pour le rayonnement de notre langue et notre culture provençale. Que nos racines et nos traditions vivantes portent des fruits de joie et de bonheur dans notre société actuelle.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui... Allez, au revoir. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Le destin m'octroya l'honneur d'être le 5e titulaire de la cigale de Marseille, portée par Bruno Durand. Cet homme lettré et savant, dont sa maison se situe à 400 mètres d'où je demeure. J'ai eu le bonheur de le côtoyer vers la fin de sa vie. Évoquer Bruno Durand n'est pas chose facile, tellement sa pensée est brillante et intense, tellement est subtile sa poésie, lui qui avec la même aisance versifiait en français, en provençal ou en latin. Bruno Durand aura été à la fois un écrivain provençal et un écrivain français. Sur le plan provençal, Bruno Durand est une sorte de prodige, car il a été capable, à 23 ans, de publier un volume de poèmes provençaux, Les Alénades de Caragal, qui lui valut, en 1913, à la Saint-Estelle d'Aix, d'être couronné par Frédéric Mistral du titre de Grand lauréat des Jeux floraux centenaires. Vous avez donc là une photo du Jardin des Thermes à Aix, au moment où Bruno Durand choisit la reine. Vous avez au centre Mistral, assis, et d'un côté, dans la reine Priono, et en face, Bruno Durand. Voilà, c'est donc dans le Jardin des Thermes à Aix, ce qui était le Jardin des Thermes, au mois de mai 1913. Ainsi, dans les Alénades, il traduit un grand nombre de poètes grecs. Façon de démontrer la perfection de son provençal et la virtuosité de son génie poétique, la traduction exigeant une... Aîné de 4 frères, il appartenait à une vieille famille aixoise. Son père y fut avocat, son grand-père juge de paix, son arrière-grand-père géomètre attaché au cadastre d'Aix. Par sa mère, il était le petit-fils de Louis Sigaud de Brest, auteur du fameux armorial des communes de Provence. Il était aussi le neveu du majoral du Philibrige Léon de Berluc-Pérussi, lui-même beau-frère de Sigaud de Brest. Léon de Berluc-Pérussi était
était un véritable patriote provençal, un humaniste, un poète, un historien, un savant. Il fut le créateur de l'idée latine. Il aurait voulu organiser un félibrige international. Il inventa le régionalisme, le mot et la philosophie. On peut penser que le vieux Majoral, qu'il connut peu, mais connut suffisamment tout de même, l'avait orienté vers l'étude du provençal, car il dédia ainsi les alenades do Garaga, à la mémoire sempre vivente de mon oncle de Onde Berluc-Pierussy. Il en était l'héritier spirituel et publia plus tard, en 1955, la correspondance de Frédéric Mistral et Léon de Berluc-Pierussy, 1860-1902. C'est au collège catholique d'Aix que Bruno Durand fit ses études secondaires. Dès l'âge de 18 ans, puis tout au long de sa vie, il publia dans des journaux, revues et almanachs des articles littéraires, des poèmes, souvent signés d'ailleurs par des pseudonymes tels que Bernard Malvada, Jaume do Pimon, Jean Malin, Ordigne, Jean Tourtour. C'est à Paris qu'il apprend, en 1914, la mort de Mistral. Il en fixe lui-même le souvenir, et je le cite. Un matin de mars, en achetant un journal à un kiosque de la place de la Bastille, je m'arrêtai, stupéfait, assommé, devant les trois mots qui me percèrent véritablement le cœur. Mistral est mort. Je revois l'endroit, l'heure, la couleur grise des nuages, le mouvement de fourmilière de la foule qui s'agitait autour de moi, et moi, planté comme une borne, ruisselant de larmes, avec l'impression que je venais de me précipiter d'un seul coup dans la nuit d'un invisible gouffre. Je n'oublierai jamais le sentiment de solitude, la lassitude, la faiblesse qui m'écrasa au fond de ma nuit parisienne, tandis que je relisais dans ma petite chambre d'étudiant exilé les pages ensoleillées de Mireille et des Iscles d'or. Bruno Durand devint archiviste paléographe en 1917. Sa thèse sera consacrée à la vie municipale à Aix avant 1789. Elle fut partiellement publiée dans le tome 14 de l'Encyclopédie des Bouches-du-Rhône en 1935. Malgré l'intérêt de ses études, il considéra toujours ce séjour parisien comme un exil et perdit en bas âge un garçon que lui donna en troisième noces Paul de Belleroche, petite nièce de Lamartine. De ce dernier mariage naîtront aussi deux filles, Sabine et Solange. Nous saluons amicalement Madame Solange Jonquet, tout comme nous saluons les autres membres de sa descendance ici présents. De son premier mariage avec René de Saint-Palais naîtront deux fils et une fille, Guy, Hélène et Bernard.
De son deuxième mariage avec Suzanne de Poncin naîtra un fils, Charles. Qu'il aimait les solitudes alpestres, notamment lors de ses séjours dans sa maison de boucher à Alos, et qu'il regretta souvent de ne pas avoir été officier des eaux et forêts. En 1921, il sera affecté à Toulon comme archiviste de la 3e région. Bruno Durand fut extrêmement attaché à cette bibliothèque, veillant sur les trésors du marquis de Méjeanne. Il compléta son catalogue et surtout l'enrichit considérablement grâce à ses relations et à ses dons personnels. Grâce aussi à la correspondance qu'il entretenait avec les érudits étrangers. Il a contribué, sans tapage, mais sans se lasser, au renom intellectuel de la bibliothèque d'Aix. On pourrait dire de lui ce qu'il écrivait de son prédécesseur. La Méjeanne était pour lui une créature vivante, capable de souffrir d'un oubli et de récompenser un bienfait, une amante idéale qui exige, pour être bien servie, la collaboration incessante d'une intelligence et d'un cœur. Comme lui, il s'est identifié en quelque sorte à la bibliothèque dont il avait la charge. Xavier Lavagne, son 3e successeur à la Méjeanne, disait lors d'une conférence prononcée pour le centenaire de Bruno Durand en 1990, lorsqu'il prit la retraite, commencèrent alors pour lui quelques mois bien pénibles, pendant lesquels il s'abstint de venir à la Méjeanne. Mais bientôt, il reprit le chemin de sa chère bibliothèque et on l'y revit souvent. Avec mademoiselle Annick de Caverso, qui fut pour lui une admirable adjointe, qui bénéficia de ses conseils judicieux, de son expérience et de son érudition, et qui lui succéda. Puis grâce à l'excellente Madame Suzanne Estève, nommée en 1973, il put considérer, jusqu'à ses derniers jours, la Méjeanne comme sa maison. Dans cette bastide, le logis des Bonfillons, Bruno Durand abrita plus de 25 000 livres. 25 000. Il les a chantés dans une charmante plaquette, Il page do livre, aux pages du vieux livre, édité en février 1975. Son immense culture, Bruno Durand, l'augmentait tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, dans le silence de cette petite pièce sous les toits, qu'il appelait sa fromagère, et qui était, comme le reste de la maison, tapissée de livres. Bruno Durand n'avait guère d'autre passion que ses livres et la plume, sans ambition aucune. Il n'attendait rien de personne et n'eût pas fait le moindre geste pour obtenir quoi que ce soit pour lui-même. À 2 reprises, on lui offrit la Légion d'honneur. 2 fois, il la refusa. « Je n'ai jamais fait que mon devoir, disait-il. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour mériter la Légion d'honneur. » Il en fut souvent ainsi, et notamment pour s'apprendre à 2 personnages comme Hitler ou Staline, dans des vers intitulés « Dos balles du même diable », 2 cornes du même diable, et pour s'en prendre à bien d'autres, dans des registres fort différents. Avec la Méjeanne, 2 autres institutions tiennent une place prépondérante dans la vie
de Bruno Durand, le Félibrige et l'Académie d'Aix. Est-il utile de préciser que Bruno Durand savait transmettre à son auditoire, je vais dire mieux que moi, sa fougue et sa verve. Il savait, avec humour et virtuosité, piquer l'attention de son auditoire, autant qu'il savait l'étonner par sa culture. Il fit aussi l'éloge de l'œuvre de Frédéric Mistral, analysant Calenda ou le poème d'Aurore et démontrant l'apport essentiel du maître de Mayal. Dans un texte intitulé « Et si Mistral n'était pas venu », il résume l'immense admiration qu'il lui portait. Sans le triomphe de Mireille et les enseignements de Calenda, le mouvement régionaliste n'aurait jamais eu l'ampleur que nous avons connue, cette vigueur à laquelle nous avons vu collaborer tant d'esprits qui, comme Barrès, ne furent pas tous des écrivains méridionaux. Et encore, si Mistral n'était pas venu, non seulement une certaine fleur irremplaçable manquerait au jardin provençal, mais le vide où nous laisserait son absence nous priverait de nos plus fortes raisons de croire à l'avenir de notre patrie et de la civilisation latine. Nul ne s'étonnera que parmi les souvenirs les plus précis de la vie de Bruno Durand, il y a celui d'avoir été reçu à la table hospitalière de Frédéric Mistral dans sa maison de Mayal. La liste complète des écrits de Bruno Durand dressés par lui-même et mis à jour avec les éléments post-mortem porte le nombre de ses livres, recueils, fascicules, préfaces ou simples poèmes et articles publiés dans des revues, almanachs ou bulletins, porte ce nombre à près de 600. Bruno Durand, homme de fidélité. Fidélité à sa terre, à sa famille, à ses amis, à ses idées, à sa foi, nous a quittés le 8 novembre 1975. Il a donc aujourd'hui même 50 ans. Ses yeux se sont fermés sur le plus beau spectacle qui soit, et qui ait été pour lui celui de Sainte Victoire et de sa croix, qu'il voyait tous les matins en ouvrant sa fenêtre ou sa porte. Nul doute qu'il y ait trouvé une suprême consolation. Vese domo venture, la cruz qu'assuste et resplendisse, entre signes de gloire, d'amour et de victoire, din l'or et pour la vie, sigues nostalgitori. Du sommet de cette victoire, je vois la croix qui protège et resplendit, signal de gloire, d'amour et de victoire dans l'affreux bouleversement. Soyez notre secours. Haute cruz de Provence, Camun d'Ardaille, dit l'oublu, veut d'un rail de la flamme, et sournure des lames qui prèguent vers le salut, dont vieil peuple qui t'âme. Haute croix de Provence, qui là-haut, tu dardes dans le bleu, envoie un rayon de flamme aux sombreurs de l'âme qui prie pour le salut du vieux peuple qui t'aime. Je conclurai avec cette citation de Jean Faureton, qui vaut aussi bien pour le Bruno Durand de 1913 que pour celui de 1975. La phrase discrète de Bruno Durand ignore les brutalités, les audaces. Elle est simple comme la vie, claire comme sa Provence bien-aimée. Quand tous ceux, symbolistes décadents de notre époque énervée, seront morts d'avoir trop joui leurs pensées, lui,
Bruno Durand, continuera de vivre dans son œuvre. Il vivra parce qu'il aura dédaigné de chanter la décadence de son siècle et parce que rien ne l'aura intéressé qui ne soit le cri saint de l'éternelle vérité en marche vers la splendeur de Dieu dans le cadre immuable et divers des saisons, dans l'ardente paix du paysage provençal. Vous aviez pas dans ce début d'échanger. Composa des vers, surtout en provençal. Certains parurent dans des revues, d'autres furent réunis en recueil. Son œuvre poétique en provençal, comme d'ailleurs son œuvre en français, est extrêmement variée quant au choix des rimes, de la forme, mais aussi de ce qui est du ton et de l'inspiration. Sa pensée demeure riche, même dans des pièces d'apparence légère. Dans les Alénades de Garaga, œuvre pour laquelle il fut couronné par Frédéric Mistral, grand lauréat des Jeux Floraux centenaires de Fulbridge en 1913, il chante son pays, la Provence. On trouve à la fois la défense des anciennes libertés provençales, l'éloge de la langue, la description de situations bucoliques ou encore l'olivier, le puits, le moulin ou l'oratoire. Le poème qui donne son nom au recueil mérite d'être lu dans son intégralité. Les derniers vers indiquent déjà ce que sera durant toute sa vie l'inspiration du poète. Gesepie calus ma prunelle estuberto, io ves une montagne au profieu secarus, et drei saperalni, sous l'esquino cuberte, des ginebres et d'arau, et des pins sous l'umbros. Bluiejant di un museu, l'umum de la Vittori, tres plumbo campas, la vigne et l'olivier. Et pantaille et silenzio la culture des glories, monte l'ail le romano, a cucciali ratier. Au crestel de Roncas, gausit mistralado, et se tout les préfums et que portent les frailles. Nègres mis des machottes et des ratos penades, que dice de l'endre numo lugaragaï. Amon, il y a pour d'été, les oracles parlavent, et un roi des sacras, mystérieux et mal faire. Durant le claraumieux, limasco parlavo, et l'odicier vaquille ou dragon des îles fer. Depuis que ma prunelle s'est ouverte à la lumière, je contemple une montagne au profil desséché, qui élève à l'horizon sa coupe recouverte de genièvre, de kermesse et de sombres pins. Tout bleu dans le ciel, le mont de la Victoire surplombe les landes, les vignes, les oliviers, et rêve silencieusement à la glorieuse journée où l'aigle romaine chassa les pervis. Sur la crête de rocher usée par les rafales est un gouffre effroyable et profond que l'on appelle dans le pays Garagaï, repère obscur des chouettes et des chauves-souris. En ce lieu, les oracles ont parlé jadis. C'était un endroit sacré, mystérieux, sauvage. Des sorcières erraient pendant les claires nuits et l'on disait, c'est là le sentier de l'enfer. Avoir besoin comme moi, à certaines heures, de ces tests gonflables fêtes, c'est-à-dire de vomir sa bile.
Le cahier de 190 pages, écrit de sa main, commence ainsi. En haut de la Ceuta Capolière, la ville de toute une grandeur, des paiements de 12 500 ans, c'est pour vivere une nouvelle fameuse, que veille scampe inca d'inutile escunus. Ainsi, des qui est toujours l'irrumant la numa, sous mes majoraux, clauca maxima. Tout ce qui s'en devient in les fraius présents à la face du ciel et merveilleux dessin, nous pourrions d'entendre que toujours nous expulsco, par mort espier, par gustigalimusco. Le recueil des Alénages au Garagay se referme avec ce 29e et prenant poème, Car 8e, nocturne. En voici les 3 premières strophes. Le soleil s'endort sur son corridor ferrucci. Comme un chevalier s'amuse sur son lit turrucci. Mai di pantai, douce nuit de maïs serena, au despegue de tunnel mantel d'ébène. Si elle se pose à bout, on te faut que tout s'esconde. Do, tristucce, amour et vain rumeur du monde. Le soleil doré s'endort sur son char farouche, ainsi qu'un sanglant chevalier sur son lit de pourpre. Mère des rêves, douce et sereine nuit, oh, déploie vite ton sombre manteau d'ébène. Tu es le reposoir où tout doit s'évanouir. Deuil, tristesse, amour et vaine rumeur du monde. Puis, c'est librement que Bruno Dumont évoque à propos de Virgile, le navigateur, le pêcheur, l'écumeur de mer, manière de tresser autour de Virgile des couronnes inspirées de son œuvre, et où l'on retrouve malgré tout la Provence avec ses cyprès et ses oliviers. Arbre amar e divino de treva Minerva, ascoltato l'estiu la razza do soleu, ma è di un pezzo dur, il gardai si conserva,
per nuvegia l'hiver, l'ol clar, calé. Arbre amer divin, demeure de Minerve, tout l'été tu as aspiré les feux du soleil, mais dans ton bois noueux, ces rayons se conservent pour nous verser l'hiver, l'huile claire de la lampe. En 1962, Bruno Durand publie Le Logis de la Lune. Le Logis de la Lune. Le recueil s'ouvre ainsi. Ovus, qu'avez besoin de silenci et de paz, et vous laisse pausa disumani battude, vous duerde, vous recati, une telle solitude, amadur frebrus de vosti paz. Alcedi, tristament le braillot qui trépasse, ne sabe pas, toute est lassitude. Vous porgez le trésor de la graine escondue sous le rire des fours, puis de percampas. C'est faita. Et la mienne mange déjà un mestre, ma mungi badant sur la colle campestre, et sur fugaure des carnalismo. Un giorno le storie sorge sem rima, e il caleo caciuda, e spinge all'orizzonte l'esprit amistosa et rouge de la lune. Oh, vous qui avez besoin de silence et de paix, et cherchez une relâche des humaines corvées, je vous ouvre un refuge où les solitudes sauront mûrir la fièvre et le bruit de vos pas. Tristement, j'ai foulé la route que vous suivez. J'en connais par le menu tous les accablements, et je vous offre le trésor des larmes qui se cachent sous les rires et sous les fleurs cueillies dans le désert. Il se fait tard. La nuit mange déjà ma fenêtre. Mais mon logis, ouvert sur la colline agreste, est un foyer tout moite et chaud de nostalgie. Mon aujourd'hui se confond avec l'histoire et le rêve, et la lampe que j'allume guette sur l'horizon la lune amicale et rouge qui se lève. En français, il publia en 1919 La Fontaine d'Argent, recueil qui donna son nom à un chemin de Saint-Marc, nous l'avons vu ce matin. Dans cet ouvrage, il est décrit son désarroi parisien lors de ses études à l'école des Chartes.
Dieu, il fait froid dans la grande ville de Paris. Et longuement erré sous ces arbres maudits, j'ai vu l'ombre obscurcir nos radieux midis et la pieuvre du vice ouvrir ses tentacules dans la blême clarté des fauves crépuscules. Les miaulements furtifs d'un vent emprisonné ont autour de mon front tristement résonné. Mon épaule a frôlé les tiges épineuses et j'ai foulé du pied les herbes vénéneuses. Mais j'ai vu tout à coup, au détour du sentier, luire le pur amour à l'ombre d'un rosier. Aussi, malgré le mal et malgré la souffrance, je veux garder mon cœur tendu vers l'espérance. Il raille aussi certaines professions. Le percepteur. Un homme dont le cœur n'a rien de paternel, dont la morne éloquence est chétive de flamme, et dont la main tendue à toute heure réclame l'offrande d'un nouveau centime additionnel. Son seul nom fait trembler la ferme et le castel. Il brandit moins souvent l'éloge que le blâme, et ne meurt jamais. Car si le fisc n'a pas d'âme, comme elle, il est subtil, et comme elle, immortel. Un diable qui ressemble au percepteur s'approche avec tous les parfums de l'enfer dans sa poche. Parmi le moindre poil est lestement tendu. Que te restera-t-il, contribuable imberbe, sinon qu'à répéter l'illusoire proverbe? Il ne faut pas payer plus haut que notre dû. Le notaire. Oh, cette odeur de renfermé, de poussiéreux, de rats crevés, de bois moisi, de vieux registres. Ces rideaux étrangers de serpillières bistres, tendus sur les volets, sur les murs lépreux. Cet antre où le notaire est seul comme un chartreux, entre son écritoire et son papier de ministre, nous pénètre le cœur d'une crainte sinistre. Et pourtant, ce reclus, dit-on, fut amoureux. On prétend qu'autrefois, d'une main libertine, il savait caresser Madeleine Faustine. Et de plus d'un tendron fut le joyeux amant. Chauve, décrépit, sourd, que voulez-vous qu'il fasse, sinon rêver contrat, minute et testament? Il faut bien après tout que vieillesse se passe. Enfin, il clôture le recueil avec ses ultimes vers. Et ce sera également notre conclusion avant d'entendre les chants du Bunail. Ce sonnet d'une muse hésitante griffonne, je doute qu'il parvienne à la postérité.
La gloire et les honneurs n'ont jamais visité leur désert aux gambades d'une muse bouffonne. Lorsque la pâle mort aura baissé mon front, serais-je regretté de ceux qui resteront? Un mois sans doute, un an peut-être. Après, mystère. Mais qu'importe le jeu des soirs et des matins, et pour l'âme enchaînée à d'éternels destins, qu'est le monde après tout? Ce n'est qu'un pied à terre. Cet étrange